premier système de retraite, c'est important, en dehors des juges, des policiers, des militaires, ça a été 1927. Ça, c'est la date la plus importante. Pourquoi 1927? Qu'est-ce qui s'est passé en 1927? Euh, il faut remonter un peu avant. Il faut remonter à la guerre. Et la guerre, c'était pas des militaires engagés, comme je l'ai dit tantôt, c'était la conscription, c'est-à-dire que tu partais à la guerre parce que c'était ton devoir de mettre ton sang au service de la patrie, aussi bête que ce soit, mais c'était comme ça. Bon, euh, la guerre, ça a un avantage, ça a beaucoup d'inconvénients, mais ça a un avantage qui est lié, j'allais dire, à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire nous avons une occasion en or là pour développer les technologies, parce qu'on développe surtout les technologies contre quelqu'un et non pas pour lui. Bon, enfin ça c'est un point de vue anthropologique, mais c'est vrai. La guerre, ça développe les blindages, ça développe les communications, ça développe les armements, mais aussi la métallurgie. Ça en particulier, et puis ça emploie à la place de ceux qui sont partis à la guerre, ça emploie les femmes, ça emploie les jeunes, les enfants même étaient employés à ce moment-là. Bon, alors c'est 1914-1918, c'est la Grande Guerre, ça devait être la dernière, euh, et on sait que ça a donc développé tout ça. J'allais oublier quelque chose d'important, c'est l'aviation qui s'est développée à ce moment-là. En 1918, armistice du 11 novembre, les Canadiens comme les autres rentrent chez eux et il faut leur donner de la place. Bon. Où l'on va leur donner de la place, d'abord il faut leur redonner un emploi. Ils ont passé 4 ans à se faire casser la figure. Donc on ne va pas les laisser comme ça, bien entendu. L'opinion publique n'aurait pas été pour eux. Bon. Donc on leur donne la place qui était occupée par ceux qui n'avaient pas été à la guerre. N'avaient pas été à la guerre? C'était les vieux, les plus vieux qui n'étaient pas capables de courir, de marcher dans les champs de bataille. Bon. Donc on vire les vieux. On vire les vieux. Et là, qu'est-ce qu'ils font les vieux quand ils sont sortis de là? Pourquoi on vire les vieux? Il faut ajouter peut-être une chose, c'est parce que les nouvelles technologies dont je parle rentrent dans les usines à ce moment-là, on réorganise le travail et on arrive avec les premières machines, la première organisation du travail. On a entendu parler aux États-Unis de Taylor, de Ford, etc. Bon. Euh, donc, normalement, les vieux en question sont souvent dans une situation, sont des illettrés et en plus sont pas très solides sur leurs jambes. Donc, on ne va pas les former aux nouvelles technologies parce qu'ils peuvent mourir l'année prochaine. Donc, je ne pourrais pas amortir le coût de leur mise en forme, de leur recyclage. Par conséquent, je les mets à la porte, tout simplement. Et c'était le modèle de l'époque. Et c'était donc qu'ils devaient réintégrer dans les familles. Sauf que les familles en question avaient été attirées aussi par la guerre dans les villes et non pas dans les campagnes, près des manufactures, près des usines. Bon. Donc on vire les plus vieux, les plus de 80, plus de 90, s'il y en avait, plus de 70 surtout. Bon, et par dizaines de milliers, c'est un mouvement extrêmement massif, euh, pour redonner leur place aux plus jeunes. Qu'est-ce que ces vieux ont à leur disposition? Est-ce qu'ils ont un petit héritage qu'on appelait le vieux gagné? Okay. Alors s'ils l'ont, ils vont le manger, c'est tout simple. Puis il y avait des contrôles pour savoir ce que tu gagnais, tes revenus, etc., qui étaient assez sophistiqués à l'époque. Euh, Deuxièmement, tu as la famille. Alors, c'était des familles, rappelez-vous, avec 17-18 enfants, là. Mais il y avait le vieux là-dedans, ou la vieille, elle gardait les poules, les oies, elle gardait le feu de la cuisine. Bon, ils avaient une certaine fonction.
Sauf que la guerre aussi avait fait disperser beaucoup les familles et que la guerre avait fait, comme je le disais tout à l'heure, que c'était plutôt les villes et non plus les campagnes qui dominaient au niveau de la population. Donc, on partait à Vancouver, on s'exilait aux États-Unis dans les champs de coton. Enfin bon, la famille elle-même, comme on dit aujourd'hui, disparaît, explose. Alors, qu'est-ce qu'il fait le vieux? Ben, la seule solution qui lui reste, c'est les œuvres privées. Alors, c'est ce qu'on appelle les bureaux de bienfaisance, ce qu'on appelait à l'époque l'aide aux mères nécessiteuses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bon, il y avait des œuvres qui étaient souvent contrôlées par les classes moyennes et par la bourgeoisie, qui s'occupaient de ces gens-là. Les classes moyennes, on devrait dire les femmes des classes moyennes. Hein? C'est une espèce de ce qu'on appelait les dames patronesses, okay, les femmes d'œuvre. Or, ces femmes-là, elles parlent à leur mari en rentrant le soir ou en fin de semaine. Et elles disent, attention, tous ces gens-là ont travaillé toute leur vie. Bon. Et les œuvres que nous menons en tant que bénévoles ne suffisent plus. Autrement dit, ce n'est pas juste un problème de quelques ratés dans le système, c'est devenu un problème social, massif et collectif. Et si on continue, on va avoir des sérieux problèmes. Quels sérieux problèmes? Pas seulement des ressources qui manquent pour donner de la soupe et puis pour héberger ces gens-là, mais attention, en 1917, les Russes ont abattu leur tsar et ils ont bâti un nouveau modèle qui fait rêver bien des gens. On n'avait pas la télévision comme on a aujourd'hui. Bon, on ne savait pas tout ce que ça allait donner, le goulag, etc. Il y avait un espoir d'une alternative qui menaçait même le système parlementaire canadien-anglais, bon, qu'on connaît, bon, et qui sévit encore aujourd'hui. Tout ça mis ensemble, les nouvelles technologies, l'expulsion du travail, les alternatives qui arrivent, la famille éclatée, vous ajoutez un tout petit soupçon de quelque chose, il y a eu des campagnes où les gens se sont rendus compte qu'il y en avait qui avaient des pensions, les fonctionnaires avaient des pensions. Les sénateurs, les députés qui parlementaient entre eux à Ottawa et ailleurs avaient des pensions assez fortes. Faut penser qu'un sénateur à l'époque avait 4000 $, 1918, 19, 20, par année de pension. Okay? Alors, ça finissait par se savoir. Et c'est normal qu'un sénateur qui a donné toute sa vie à la politique soit honoré d'une pension, c'est pas le problème. Mais les autres en voulaient aussi un bout, d'autant qu'ils avaient contribué à la victoire militaire et contribué au progrès commun au niveau de la technologie, etc. Ajouter un dernier petit détail pour faire un plat tout à fait opportun, c'est les élections. Alors les élections arrivent. Et en 1926, d'abord il y a une commission qui se réunit à Ottawa pour voir le problème des pensions. C'est toujours comme ça que ça commence. Mais en 1926 aussi, Mackenzie King, qui allait devenir Premier ministre du Canada en 1927, promet dans sa campagne électorale de donner 20 $ par mois. 20 $ par mois, ça fait 240 $, alors que les sénateurs en avaient 4000. Hein? Bon, vous voyez la différence. À tous les gens de plus de 70 ans qui n'étaient pas capables de trouver du travail, qui n'avaient pas de biens, héritage, revenus, locatifs, quel qu'il soit, puis il y avait un système qu'on appelait le Mintz Test qui était assez sévère. Qui ne pouvaient pas non plus liquider leurs biens rapidement à leurs enfants, comme ça ils en avaient pu éviter les fraudes. Donc 20 $ par mois, il fallait avoir plus de 70 ans, ne plus avoir de revenus du tout, et avoir séjourné à l'époque entre 30 et 40 ans au Canada. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ça se savait qu'on montait. Donc,
les frontières étaient encore plus poreuses qu'aujourd'hui. Et par conséquent, beaucoup auraient immigré en disant ça y est, bonjour, j'ai 70 ans.